Cours 22, extrait de Physique, Chimie et STI 2D aux éditions Delagrave sur fission, fusion et énergie nucléaire. Quelques rappels en physique atomique. Le proton se note P11. Alors pourquoi? C'est parce que c'est un nucléon de charge plus 1. Le nombre de nucléons sera en haut à gauche. Le nombre de charges, le nombre de charges électriques, c'est en bas à gauche. Le neutron, c'est un nucléon de charge nulle. L'électron, c'est pas un nucléon, donc 0, de charge moins 1. Le positon, et pas positron, positon, c'est comme un électron, mais de charge plus 1, c'est de l'antimatière, donc c'est la particule jumelle de l'électron de signe opposé. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique Z et conservation du nombre de nucléons A, ce qui fait que si j'écris une équation où x1 plus x2 se transforme en x3 plus x4, eh bien j'aurai z1 plus z2 qui est égal à z3 plus z4, c'est-à-dire conservation de la charge électrique, et a1 plus a2 égale a3 plus a4, c'est-à-dire conservation du nombre de nucléons. Une centrale thermique à combustible, quand on brûle du bois, du charbon, du fioul, en fait on a des brûleurs qui font chauffer de l'eau, cette eau bout fait de la vapeur qui entraîne une turbine. Cette vapeur est ensuite refroidie pour réalimenter le cycle. Et alors une centrale nucléaire ressemble beaucoup sur le principe à une centrale thermique, sauf que l'énergie n'est pas produite par la combustion d'un combustible, mais par une transformation nucléaire. Deuxième différence, on a tout un tas de systèmes de sécurité qui permettent de séparer l'endroit où se passe la transformation nucléaire de l'endroit de la salle des machines où on va trouver la turbine et l'alternateur, et du système de refroidissement, notamment les grandes tours qu'on voit quand on voit une centrale nucléaire de loin. Alors, réaction de fission et de fusion. Les gros noyaux sont capables, quand ils sont heurtés par exemple, un neutron, de se casser en plusieurs petits fragments. Et on parle de fission nucléaire. Et dans cette fission, il y a parfois éjection d'un neutron tout seul. Et on va voir qu'on va pouvoir ainsi créer des réactions en chaîne. Avec notamment prenons ici un uranium 235, il est dans un état d'énergie, mais il est très instable. Si je lui mets un proton en plus, il devient trop instable et il se fragmente en deux parties. Alors, je vais pouvoir créer des réactions en chaîne si je mets plusieurs noyaux d'uranium 235 radioactif. Et donc, j'ai ici de l'uranium 239 qui ne réagit pas, mais l'uranium 235, lui, réagit. On voit qu'à chaque fois qu'un uranium 235 s'est fragmenté en deux parties, il a libéré des neutrons qui eux-mêmes ont fait des fissions, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de réaction en chaîne. Voilà. Un réacteur nucléaire. Alors, pour expliquer que tout uranium ne va pas provoquer de réaction en chaîne, on va voir sur cette animation ce qui se passe quand on a un mélange d'uranium 238 qui ne va pas libérer de protons. Alors là, j'ai toujours mes uranium 239. Vous voyez, l'uranium 238, il se transforme en uranium 239, mais il ne libère pas de protons. Donc je ne peux pas avoir ainsi de réaction en chaîne. Par contre, il suffit, voilà, donc j'en ai un, je peux amorcer la réaction, mais elle va très très vite s'arrêter. Mais si la proportion d'uranium 235 par rapport à l'uranium 238 augmente, eh bien je vais avoir une réaction, mais on a vu ici qu'elle s'est déroulée quand même moins vite que tout à l'heure, elle est plus contrôlée. Et ceci va permettre d'un peu mieux comprendre comment fonctionne un réacteur nucléaire. Alors voici des barres de combustible neufs, voici des barres de contrôle qu'on met dans le réacteur qui vont capter les neutrons. Si je tire un neutron de quelque part, eh bien la réaction s'est amorcée, mais elle s'est vite arrêtée. Voilà. Alors que si je sors ces barres de contrôle et que je tire encore un neutron, eh bien je vois que la réaction va pouvoir un peu plus facilement se propager. Plus je sors les barres de contrôle du réacteur, et plus la réaction va pouvoir
évoluer vers une réaction en chaîne rapide. Donc en fait, la position de ces barres de contrôle à l'intérieur du réacteur vont permettre de maîtriser la puissance du réacteur et de maîtriser l'énergie produite par unité de temps. Ici, tout semble se passer très rapidement en quelques secondes, alors que l'énergie que peut libérer du matériau, enfin de l'uranium enrichi qu'on a mis dans un réacteur nucléaire, ça va pouvoir produire de l'énergie pendant de nombreux mois, voire même de nombreuses années. D'autres réactions nucléaires qui existent sont les réactions nucléaires de fusion, où on a cette fois-ci non pas un gros atome qui se scinde en plusieurs parties, mais deux petits noyaux d'atomes qui fusionnent en un plus gros noyau. Ici du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène qui forment un noyau d'hélium plus un neutron libre. On voit ici encore une fois qu'on a conservé le nombre de nucléons, donc j'avais 5 nucléons au départ, j'en ai 5 à la fin, et j'ai conservé la charge électrique. J'avais 2 protons, 2 charges plus initialement, j'ai toujours 2 charges plus à la fin. Les réactions de fusion et de fission sont des réactions nucléaires provoquées, contrairement aux radioactivités alpha, bêta plus et bêta moins, qui sont des réactions nucléaires naturelles. Défaut de masse lors d'une réaction nucléaire. Alors contrairement aux réactions chimiques, pour lesquelles on a appris que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc la masse des atomes se conserve, c'est juste l'organisation des atomes qui change et qui forme de nouvelles molécules, mais les atomes restent ce qu'ils sont, et la masse globale des réactifs correspond à la masse globale des produits formés. Enfin, la masse des réactifs qu'on a perdus correspond exactement à la masse des produits qu'on a formés, tout simplement parce que les atomes se sont conservés. Eh bien, ce grand principe de conservation de la masse qu'on considère vrai en chimie n'est pas tout à fait vrai, sauf qu'en chimie, les variations sont trop petites pour qu'elles puissent être mesurables, donc ça ne pose aucun problème d'accepter ce principe en chimie. Par contre, en physique nucléaire, on va devoir, on constate qu'on a ce qu'on a parfois, ce qu'on appelle un défaut de masse. C'est-à-dire que la masse des réactifs, la variation de masse qui est la masse des réactifs moins la masse des produits, ça ne va pas faire zéro. On va avoir une perte de masse. Alors, pour mesurer cette perte de masse, on va utiliser l'unité, en physique atomique, on va utiliser une unité de masse atomique, qui est la masse d'un atome de carbone 12 divisé par 12. Donc ça fait en moyenne, on va dire un proton moyen qui est situé dans un atome moyen. Mais par contre, on va pouvoir, pour chacun des atomes, mesurer très précisément la masse d'un noyau de chacun des éléments. Et on va pouvoir voir en mesurant très précisément tout ça, on a parfois un défaut de masse. Alors le défaut de masse va pouvoir être interprété avec la formule qu'Albert Einstein a établie en 1905, la fameuse formule E égale mc carré, qui dit que dans certaines circonstances, une masse peut se transformer en énergie et vice-versa, et l'équivalence entre les deux, c'est une relation de proportionnalité dans laquelle le facteur de proportionnalité, c'est tout simplement c carré, c étant la vitesse de la lumière dans le vide. Alors quand on a une transformation, une réaction nucléaire, et qu'on constate un défaut de masse, c'est-à-dire qu'à la fin on a moins de masse qu'au début, eh bien l'énergie libérée correspond à ce défaut de masse multiplié par c carré. Autrement dit, lors de la transformation nucléaire, une partie de la masse a été transformée en énergie. Les énergies de liaison étant très petites, on les exprime généralement en électronvolts ou dans un multiple mégaélectronvolts. Donc on se retrouve avec plusieurs unités d'énergie, et encore ici on ne rappelle pas les kilowattheures qui sont dédiés aux énergies, par exemple en électrotechnique. Donc l'unité du système international, c'est toujours le joule, mais on peut définir l'électronvolt tel que donc 1 électronvolt, c'est 1,602,177 fois 10 exposant moins 19 joules. En fait, c'est l'énergie qu'acquiert un électron quand il est accéléré sous une tension de 1 volt. Un mégaélectronvolt, ça va être 10 exposant 6 électronvolts, et on va retrouver ces unités d'énergie pour calculer l'énergie qui est libérée lors d'une réaction nucléaire dans laquelle on constate un
certains défauts de masse.